Bonsoir, je suis Sarah El Maleh, née El Koubi. Et ce qu'on va vous raconter ce soir, c'est l'histoire un peu de notre famille. On s'est toujours senti comme une famille un peu particulière parce que mes 4 grands-parents étaient déportés et ben, c'est particulier. Et puis, donc mes 2 grands-parents de mon côté paternel ont été déportés de France. Mes 2 grands-parents du côté de ma mère étaient déportés de Pologne. Et du coup, la Shoah ça a énormément marqué notre famille et c'est quelque chose que l'on voudrait partager avec vous. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est tout un tas de petites histoires. C'est un peu hétéroclite, mais bon, c'est notre famille. Voilà. 4 générations d'El Koubi vous invitent ce soir à écouter à travers le dessin tragique de mon grand-père, Ishoa, et de ma famille, le récit d'un moment unique de l'histoire du peuple juif. De Tlemcen à Auschwitz, notre famille durement éprouvée n'a pourtant cessé de montrer joie de vivre et optimisme. Des drames et moments douloureux qui seront évoqués émergera une extraordinaire volonté de vivre et une vision positive de la vie qui marquera les générations suivantes. Ce n'est pas un cours d'histoire que nous ferons ce soir, même s'il faudra bien de temps en temps faire quelques rappels du contexte de l'époque. C'est à travers les témoignages des victimes elles-mêmes que nous souhaitons vous transmettre cette histoire qui deviendra, à partir de ce soir, la vôtre. Laissons pour commencer parler mon père, et après lui le grand rabbin Citruc, qui vous expliquera pourquoi votre rôle ce soir est aussi important que celui de ceux qui vont s'adresser à vous. Marche de la mort, qu'est-ce que c'était? La libération. La marche de la mort, c'était quand les Russes ont avancé. Depuis, ça s'est passé en juin, depuis novembre, 3 mois avant, on entendait le canon tonner. Et on se disait, ah ben ça va, la guerre est finie, les Russes vont avancer. Et le commandant du camp, qui voulait enlever toutes les traces de ce qui s'était passé, avait décidé qu'on ferait la marche de la mort pour nous épuiser. Et on est parti un soir, en janvier, le 16 janvier, un soir en 45, on est parti. En rentrant de commando, on voyait un branle-bas de combat dans le camp d'Auschwitz. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a certainement un événement important. L'événement important, c'est qu'ils avaient préparé la marche de la mort. Et là, à ce moment-là, on nous a dit, rentrez pas dans les blocs, vous partez tout de suite. On nous a distribué, je ne me rappelle pas si c'était un quart ou une demi-boule de pain, un morceau de margarine, faussement margarine et puis une tranche de saucisson. Et là, on a compris que si on nous donnait à manger un peu plus que les autres soirs, c'est qu'il se passait quelque chose. Et là, on nous a fait prendre la route. Le 16 janvier, vous voyez, par moins 35 degrés. Et seulement cette nuit, je me suis rappelé d'un détail en me disant, mais c'est pas possible, tu te racontes des histoires, tu n'as pas pu tenir, quand tu t'es habillé, tu avais une couverture, tu avais... Non, je me suis souvenu ce matin, que j'avais je travaillais dans un commando de ciment et on avait des sacs de ciment qui traînaient vides, qu'on avait vidés. Et on avait dû prendre quelques feuilles, et j'avais vu un copain en mettre sous sa liquette. Et moi, j'avais mis 3 feuilles, certainement 3 feuilles au moins. Et j'ai pu me protéger du froid comme ça. Et puis on a fait à ce moment-là la marche de la mort. En partant d'Auschwitz, on a sillonné cette région-là pendant 3 jours et 3 nuits. On avait fait, évidemment, on avait mangé ce qu'on nous avait donné, le premier jour, tellement on avait faim. Et puis après, pendant 3 jours et 3 nuits, plus rien. Le commandant de Mauthausen a dit, celui-là, je vais le mettre à Gouzen 1. Pourquoi? Parce que Gouzen 1, c'était le camp disciplinaire de Mauthausen. Et après Gouzen 1, il m'a mis à Gouzen 2. Pourquoi? Parce que c'était l'enfer de l'enfer de l'enfer de l'enfer. En se disant, c'est mieux de le pendre, il va souffrir celui-là. Et j'ai travaillé dans les tunnels pendant 6 mois, où j'ai jamais vu le jour. Et là, c'était affreux. Ici, c'était une sinécure à côté. Mais à quoi vous rattachez pour... où est-ce que vous puisez l'énergie?
À quoi vous rattachez pour puiser? À quoi vous pensez pour vous Pour tenir le donner coup. de la force? Parce que chacun de Ah nous, ben, il je vais vous puise dire quelque chose que vous comprenez? pouvez contester. Non, j'ai rien à contester, malheureusement. C'est tellement gros ce que je vais vous dire. À la fin, au mois d'avril, dans mon chalet, j'avais pas voulu bouger. J'ai dit, moi, je ne suis pas allé à l'appel. J'ai dit, je reste là, il m'arrive n'importe quoi, j'en ai marre. Et j'ai adressé une prière à Dieu. Je lui ai parlé, comme je vous parle à vous maintenant, mon Dieu. J'en peux plus. Ça suffit. J'en peux plus. Ramène-moi à toi. Qu'est-ce que c'est, tu me... Pas voulu. Je voudrais également penser aujourd'hui à M. Alfred El-Koubi, Zichrono Livracha, qui a présidé pendant de longues années le comité d'organisation de cette cérémonie et qui inlassablement allait d'école en école pour témoigner aussi. Son fils, ici présent, a pris le relais. Quel bel exemple, c'est tout ce que je veux dire. En d'autres termes, il y a là une charnière qu'il nous faut assurer grâce à vous. Personne d'autre que vous dans l'histoire ne sera en mesure de le faire. Et en fait, avec M. El-Koubi VI, nous évoquions un passage de la Torah dans lequel nos maîtres disent pourquoi les premières générations de la Genèse ont vécu si longtemps, plusieurs siècles. Ce n'est pas que leur biologie était différente de la nôtre, c'est que l'Éternel avait voulu que chacun puisse témoigner oralement à la génération qui suivait que c'était bien Dieu qui avait créé le monde. Adam l'a dit à son fils, on l'a dit à son petit-fils, chacun l'a entendu de son père et de son grand-père. Et ainsi, le témoignage est demeuré intact. Je voudrais dire enfin que si les écrits restent, ils sont malheureusement figés. La parole, elle est vivante. Il faut comprendre ce qu'était la période et l'antisémitisme à l'époque. L'antisémitisme allemand ne va pas se répandre en France sur un terrain vierge et neutre, mais au contraire, il va renforcer l'antisémitisme traditionnel français qui avait été exacerbé par l'affaire Dreyfus. L'État français développe sans honte un antisémitisme officiel qui suit pas à pas les lois de Nuremberg, et parfois même anticipe sur les demandes de l'occupant. En fin 1941, sur les boulevards à Paris, au Palais Berlitz, là où aujourd'hui est un des plus grands cinémas de Paris, se déroule une exposition qui ne laisse aucun doute sur ce qui attend les Juifs. Le statut des Juifs. Il est absolument impossible de comprendre ce qui se passe à l'époque si on ne comprend pas comment fonctionne le statut des Juifs. Déjà, la première chose, c'est qu'il est clair que les autorités de Vichy ont devancé les demandes des Allemands et ont édicté un premier statut en octobre 1940 qui tout de suite exclut de la fonction publique de l'État, de l'armée, de l'enseignement et de la presse tous les Juifs. Mais surtout, il faut comprendre que c'est jusqu'en 1941, jusqu'au deuxième statut, et même après, ce sera des décrets permanents qui vont compliquer, augmenter les difficultés pour les Juifs à travailler, à vivre normalement dans le pays. Et c'est une politique semblable à celle des Allemands qui consiste à toujours être la politique des petits pas.
En octobre 40, on abolit le décret Crémieux, et qui accordait la nationalité française aux Juifs d'Algérie. En novembre 40, on dissout toutes les organisations juives, à l'exception du consistoire, et on crée l'UGIF. En juin 41, on prescrit le recensement des Juifs, y compris dans la zone libre, etc. C'est un élément essentiel pour comprendre ce qui va se passer. L'une des mesures les plus infamantes du statut des Juifs, c'est bien évidemment le port de l'étoile jaune, qui nous ramène aux heures les plus sombres du Moyen-Âge, à l'époque où les Juifs étaient déjà persécutés. Écoutons le récit de Paulette Lapidus, qui était une petite fille de 8 ans quand elle a dû porter l'étoile jaune. Bonjour, je suis Paulette Lapidus, née Clic en 1934. Je vous présente ma poupée, Micheline. Et j'avais dit à ma sœur, à ma grande sœur, c'est pas normal. Moi, je porte une étoile jaune. Je porte une étoile jaune et elle en a pas. Sur ce, ma sœur m'a dit, t'inquiète pas, je vais lui en faire une. Et ma meilleure revanche maintenant, par rapport à cette époque, c'est de voir mes petits-enfants porter l'uniforme de Tsahal. Impossible de comprendre cette époque si on ne fait pas le rappel de la complicité des autorités françaises. Drancy, là où tous les déportés passeront après leur arrestation et avant d'aller à Auschwitz. Voilà une photo qui a été censurée pendant des années. En effet, on avait tronqué la photo et on avait occulté que sur la droite, il y avait un gendarme qui surveillait les prisonniers. La rafle du Veldiv, impossible sans la complicité de la police, sans l'utilisation des autobus et des chauffeurs de la RATP. Plus tard, quand les Allemands occuperont la zone dite libre, c'est même plus la Gestapo qui va faire systématiquement les arrestations. C'est la milice, c'est-à-dire des Français, et des Français qui étaient payés par la Gestapo pour arrêter des Français. Dès la débâcle, encore plus après l'annonce du statut des Juifs en octobre 40, ceux qu'ils peuvent vont se réfugier en zone libre, dans des villages, dans des fermes. Mais cette zone libre ne l'est pas vraiment pour tous, et le recensement des Juifs doit se faire dès 1941. Et en 1942, après le débarquement allié en Afrique du Nord, la zone libre est définitivement occupée et commencent les rafles. Vu avec notre regard d'aujourd'hui, les choses semblent être simples à cette époque-là. Le maréchal Pétain était le collaborateur, il était entouré d'antisémites, de collaborateurs, c'était les méchants. Mais ça, c'est vu de maintenant, de notre côté, mais vu à l'époque. Pensez à mon grand-père. Il avait passé 4 ans à l'armée, dans l'artillerie, pendant la Première Guerre mondiale. Il était comme la plupart de ces soldats qui avaient survécu à cette effroyable boucherie, il était persuadé que le maréchal Pétain avait déjà été le sauveur de la France.
Il ne faisait même pas de doute qu'il était encore une fois le sauveur de la France. Autrement dit, quand vous réfléchissez à cette génération-là, elle n'avait pas notre regard. Elle ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Elle avait du mal à percevoir les ambiguïtés des uns et des autres et la réalité. Ainsi, mon grand-père, sans aucune hésitation, en 1941, est allé se faire recenser, bien que mon père lui ait supplié de ne pas y aller. Laissez-moi évoquer une partie de l'histoire de ma famille. Ma mère, lors d'une rafle à Marseille en 1943, est arrêtée, quelques jours seulement après avoir été distinguée et avoir reçu des plus hautes autorités de l'État français la médaille de la famille française pour son mérite à avoir élevé 8 enfants. Après cette arrestation, combien fut grand le désarroi de mon père, qui, dans plusieurs lettres poignantes, adressées au chef de l'État, le maréchal Pétain, le suppliait de rendre la liberté à la mère de ses enfants. Et pour appuyer sa demande, il lui rappelait avec une naïveté que seuls ceux qui ont connu cette époque peuvent comprendre qu'il avait été son soldat à Verdun et que ses états de service lui avaient valu distinction et honneur. Pour seule réponse, il reçut la visite des miliciens. Nous fûmes, mon père, ma jeune sœur et moi, enfermés au Baumette avec les prisonniers de droit commun, et ensuite conduits à Drancy. Les honneurs qu'ils avaient reçus de la France ne sauvèrent ni mon père ni ma mère des flammes d'Auschwitz. 57 ans plus tard, les cicatrices de ce parcours sont toujours à vif. Et aujourd'hui, Et dans le reste du monde, qu'est-ce qui se passe en 1942 ? En 1942, il y a le débarquement allié au Maroc, et grâce à l'implication très forte de la communauté juive à Alger, les Alliés très vite expulseront le gouvernement de Vichy de l'Afrique du Nord. Il restera un certain nombre de victimes en Tunisie et en Libye, jusqu'à ce que les Allemands soient définitivement chassés de l'Afrique du Nord après la bataille d'El Alamein. Là où c'est dramatique, c'est là où se trouve une autre partie de notre famille. Nous sommes effectivement une famille particulièrement éprouvée par la Shoah, puisque du côté de mon épouse, ses deux parents ont été déportés et toute la famille a été décimée pendant la Shoah. Et de notre côté, j'ai donc mes deux parents. C'est ce qui fait que Sarah et mes enfants sont donc des petits-enfants de 4 grands-parents déportés. Ce qui se passe en Europe centrale à ce moment-là est effectivement dramatique. C'est vraiment la destruction totale et systématique de toute une population. Si l'antisémitisme en France, d'une partie de la population, et en tout cas de l'État et de ses fonctionnaires, est responsable de la disparition de près du tiers de la communauté juive de France, on est dans une toute autre échelle en Europe centrale. En Europe centrale, les Juifs sont parqués dans des ghettos, où ils sont petit à petit décimés par la faim, les privations, les rafles, les prises d'otages, le travail forcé, la promiscuité et le manque d'hygiène dans des quartiers surpeuplés. Survivre dépendait autant de la volonté de l'occupant que de l'indifférence des populations locales ou des décisions du Conseil du ghetto. Conseil du ghetto, évidemment, l'une des grandes perversions du nazisme, nommé par les Allemands pour que des Juifs surveillent et contrôlent d'autres Juifs. Mais les Juifs restent les Juifs. L'humour, les chansons pouvaient aussi être des moyens de survivre. Comme nous le rappelle ma belle-mère, Sarah Newton-Katz, survivante du ghetto de Lodz et des camps d'Auschwitz et de Theresienstadt, la grand-mère de Sarah. Ironie du sort, le chef du ghetto de Lodz s'appelle Chaim Rumkowski, Chaim comme vie. Alors celui qui est vécu parfois comme celui qui aide les habitants du ghetto, parfois
comme celui qui dénonce les habitants du ghetto, qui donne son lot d'otages aux Allemands, situation très ambiguë, très difficile à vivre, évidemment a fait l'objet de toutes les plaisanteries et tous les commentaires des habitants du ghetto de l'époque. Voilà que ma belle-mère nous chante une chanson qui est basée sur une chanson du ghetto qui est basée sur ce prénom Chaim et qui, par dérision, semble dire que Chaim va tout leur donner, il va donner du pain, la liberté, à manger, va les envoyer en Palestine. Chaim, geht ins Klein, geht ins Gruppen und geht ins Mann. Verzeihten auch mich kein Mut nicht gegessen, mein Hein, das ist mein der eine Mann. Koski Chaim hat getracht, gearbeitet schwer, batut Nacht, gemacht a Ghetto mit a Ghetto und schreit hier in der Rat. Ich fuhr Palästina, dort ist der goldene Wind. Ich will kischen die Messise, wenn die Lewune scheint. Lorsqu'on prononce le mot Auschwitz, le mot qu'on a tout de suite envie de lui associer, c'est celui de barbare. Et pourtant, on est très au-delà de la barbarie. On est dans un pays qui est à l'époque le pays certainement le plus civilisé, certainement là où la science est la plus développée. Les Allemands ont eu, depuis le début du siècle, plus de 40 prix Nobel de physique et de chimie. C'est un pays où la musique, la littérature, les arts sont vénérés. C'est un pays extrêmement civilisé. Et c'est tellement civilisé que on va créer des lieux d'extermination à partir de cette civilisation, cette administration. C'est-à-dire que Auschwitz, c'est l'enfer pensé par un génie. Pourquoi déjà ce camp de concentration aussi important, comme ça, en Pologne? Parce que pour les Allemands, c'était très simple. Ils voulaient exterminer les Juifs, il était plus simple d'aller les exterminer là où ils étaient, plutôt que d'aller les chercher pour les amener en Allemagne, ce qui était plus compliqué. En plus, où en Pologne? Pourquoi pas à Auschwitz? Auschwitz, c'est fantastique. C'était déjà une caserne avec une gare de triage très importante. Résultat, à Auschwitz peuvent arriver les trains de toute l'Europe. C'est-à-dire qu'à Auschwitz, très facilement peuvent arriver les Juifs de toute l'Europe, tous ceux qu'on aura déportés. Tout dans Auschwitz marque le génie allemand, c'est-à-dire cette façon absolument invraisemblable de séparer entièrement l'efficacité des sentiments. Tout ce qui compte pour eux, c'est l'efficacité. Et c'est l'horreur, effectivement, de ce qu'ils ont accompli, c'est qu'ils ont utilisé ce qui est plutôt une qualité positive chez l'être humain, d'être efficace, non pas pour être efficace pour le bien, mais pour être efficace pour le mal. L'arrivée à Auschwitz, écrite par ma mère, comme vous allez l'entendre dans quelques instants, donne une idée de la monstruosité des nazis. Et puis Auschwitz. Là, c'était pire que tout. Les cris, les chiens, les matraques. Ils ont fait 2 colonnes. On nous a fait descendre en courant du train à coups de matraque.
Et ma voisine avait 2 tout petits enfants. Ma mère a pris un des enfants sur les bras. Et elle est descendue avec la voisine. Et moi j'étais à côté. Et l'Allemand m'a dit de partir. Mamie à gauche et ma mère à droite. Et j'ai appelé ma mère. J'ai crié. Elle ne m'a pas entendue. L'Allemand m'a frappé, m'a obligé à passer à droite, à passer à gauche. Et ma mère ne s'est pas retournée. Je suis hantée tout le temps. Il n'a pas eu un regard. Voilà. Et puis nous sommes rentrés dans les camps. On a commencé à nous marquer. Et nous demandions aux femmes qui étaient là, où sont les autres? Qu'est-ce qu'elles vont devenir? Qu'est-ce qu'elles font? Et elles nous ont montré la cheminée qui brûlait. Les flammes sortaient. Elles rougeoyaient le ciel. Le ciel était comme embrasé. Elle nous a dit, vous ne les reverrez plus. Quand on survivait, quand on arrivait à survivre, qu'est-ce qu'on faisait à Auschwitz? Je me souviens de ma mère qui nous racontait les appels. Dès 4 heures du matin, on les réveillait. Et dans le froid, les appels au son de la musique. Parce que ces Allemands avaient besoin d'un petit peu de culture dans ce lieu de désolation. Et évidemment, il y avait toujours l'orchestre qui jouait en attendant l'appel, qui durait des heures, qui était interminable, avant que chaque commando parte pour le travail, qui allait au champ, qui allait travailler dans les mines de sel, etc. Et comment est-ce qu'on arrivait à survivre? Vous avez, comme tout le monde, suivi le terrible trajet de Drancy, ensuite Auschwitz. Et à Auschwitz, vous avez été affecté à des tâches extrêmement pénibles. Oui, le commando qui me restera le plus en mémoire, c'est celui qui me fait frémir encore aujourd'hui en parlant. Nous étions chargés de transporter sous les coups et sur un sol motté 2 sacs de ciment sur le dos d'un wagon pour le mettre en hangar. Et vous dites des sacs de 50 kilos. 50 kilos. Donc vous portiez 100 kilos sur votre dos. 100 kilos sur le dos, oui. Oui. Et lorsque j'étais nommé à ce commando, mes camarades m'ont laissé entendre que je ne reviendrais pas vivant de ce commando, parce qu'ils avaient l'habitude, personne ne revenait vivant. On s'écroulait avec 2 sacs sur le dos, et à ce moment-là, le SS qui était à proximité, ou le capot, nous tirait une balle dans la tête, parce qu'il criait « sabotage, sabotage ». Et puis j'ai pu tenir. Combien de temps, j'en sais rien. 1 semaine, 10 jours, 3 jours, je ne sais pas combien de temps j'ai pu tenir, mais je l'ai fait. אנחנו רצינו לשאול אותך גם, כשהיית בזמן השואה, שהיית במחנה, ושהיה מאוד קשה, האם כל הזמן האמנת באלוהים, היה לך אמונה חזקה, מה החזיק אותך? לא היה משהו אחר, רק אמונה. כן. רק אמונה בכל הסלקציות. כן. בכל, את יודעת, כל יום הלכנו לעבוד, אני עבדתי. כן. במחנה שעשו את הכדורים. כן, במפעל. כן, ammunition factory. Yes, זה כדורים, כן. ושם שכבר היינו, זה המקום, קראו אדרן, שכבר עברתי כל האינספקציות מאושוויץ, ושגם הגעתי לאדרן, ושם עבדתי. כן. כל בוקר
לא הייתי קטנה, אז עשיתי רק כמה, את יודעת, נתתי, הלכתי ועשיתי כמו מסנג'ר, how do you say? כן, שליחה, כן. כן. On lui a demandé aussi, on a demandé à ma grand-mère, qu'est-ce qui l'a aidé à passer ces épreuves. Et elle nous a dit, on lui a demandé aussi si elle avait un message à faire passer, qu'est-ce qu'elle voudrait que l'on dise. Et elle nous a répondu de cette façon-là. Elle a dit, d'abord c'était la Emouna. Tous les jours, il y avait des sélections. Et tous les jours, ils se tournaient vers Dieu pour prier. Et elle dit, la deuxième chose qui est très importante, c'est de penser positif et de rester positif. Et même jusqu'à aujourd'hui, elle dit, voilà, même aujourd'hui, je suis âgée et c'est pas toujours facile, et ben je pense positif. Moi, j'ai voulu faire que j'ai compris de la part de mes chefs scouts, de mon rabbin, de mes professeurs, de gens que j'ai rencontrés aux éclaireurs israélites, c'est maintenir le moral des gens. En faisant quoi? Je leur ai appris à chanter. À Auschwitz, des camarades me disaient, tu as encore envie de chanter? Oui. Allez, vous connaissez pas sur les morts, sur les morts. Mais dites-moi ce que c'est que ces chansons, dites-moi, qu'est-ce que c'est ces chansons? Donc au lieu de se lamenter, c'est quoi la chanson? Si la tente brûle au camp, si la soupe brûle au camp, au lieu de se lamenter, mettons-nous à chanter. Oh oui. Et puis je criais, et puis j'apprenais, il fallait qu'ils chantent avec moi. Et je sais, peut-être que j'en ai sauvé quelques-uns. La preuve, c'est que Maurice Kling, il se rappelle encore des chansons que je lui ai apprises. De cette époque, l'époque maudite, où on apprend à chanter. Comment vous réagissez, ça? Ou bien sur les monts tout puissants, je l'ai appris à tous mes enfants, à petits-enfants, à tout le monde. Et si bien que chaque fois qu'on se voit, on chante ça à tue-tête, parce que c'est une chanson qui m'a pratiquement sauvé. Vous connaissez pas Sur les monts, non? C'est une chanson à deux voix. Sur les monts. Vous la voulez? Oui. Sur les monts, et la voix sur les monts, tout puissant, on entend, que le vent, on ne voit, que le ciel, et le sang. Alors ça mettait du baume au cœur, ça. On oubliait toutes les misères. Janvier 1945, l'évacuation d'Auschwitz. Les Russes sont aux portes d'Auschwitz. Les Allemands ne veulent pas laisser de traces de leur forfait. Déjà, ils avaient fait sauter les chambres à gaz. Ils organisent maintenant la marche de la mort. Des dizaines de milliers de squelettes ambulants sont mis en convoi sur les routes de Pologne, puis en train, d'où sont jetés chaque jour les cadavres nus des morts de la veille. Dans leur acharnement barbare, les SS tirent sur ces cadavres pour être bien sûr qu'ils sont morts. Cependant, lassé et à bout de force, un jour, mon père décide de se mêler au cadavre et se fait jeter nu du wagon. Au mois de janvier, lorsque on décide de la longue marche et que vous allez donc quitter le camp, vous ne voulez pas faire cette longue marche, vous décidez de désobéir et de vous cacher, ce qui était puni de mort, et vous assistez à une scène qu'on a même de la peine à croire. Vous voyez un de vos camarades puni par les SS, mangé par les chiens. Alors, effectivement, lorsque nous, avec deux camarades, on avait décidé de s'engouffrer sous les combles du bloc, je ne sais pas comment le commandant l'a su, et a fait passer une annonce disant que quiconque essaierait d'échapper à cette marche serait déchiqueté par des chiens. Et nous avons eu peur à ce moment-là parce que nous avons vu des camarades déchiquetés par des chiens. Alors j'ai décidé que je devais faire comme tout le monde, suivre aussi la marche de la mort. Et nous sommes partis d'Auschwitz à près de 70 000, une nuit, sans couverture, sans rien, avec 2 paires de chaussures dépareillées, je ne sais pas si vous réalisez, dans le froid, moins 30 degrés.
Et nous avons pu marcher pendant 3 jours et 3 nuits. Là, vous avez suivi le destin commun de tous ceux qui ont réchappé, qui avaient la santé. C'est aussi un miracle. À cette marche-là, nous sommes partis à 70 000, nous sommes arrivés à 2500. Je ne sais pas si vous réalisez que de chaque côté de la chaussée, il y avait une rangée de cadavres qui étaient tués à bout portant par un coup de revolver. Donc quand vous avanciez, vous passiez parmi les cadavres de ceux qui vous ont précédé. Il fallait soutenir notre camarade qui était à côté, sinon le SS comprenait qu'il ne pouvait plus suivre et l'abattait tout de suite. Et reconstituer la rangée par le suivant. Et nous avons fait ça pendant 3 jours et 3 nuits. Évidemment, je n'étais pas en forme et certains de mes camarades sont morts dans mes bras. Vous pensez bien. Et alors, les instructions étaient de le pousser sur la chaussée et à ce moment-là, ils étaient abattus. Avant de revenir sur l'épilogue de ce terrible périple, on va passer tout de suite à l'après-guerre pour essayer de répondre à une interrogation. On sait tous que les survivants ne sont pas arrivés à parler. Incapables d'affronter le manque d'intérêt et de compassion de leurs contemporains, les déportés sont souvent murés dans le silence. Ils étaient jeunes, ils n'étaient pas éduqués, la guerre étant passée par là. Tout ça les a plutôt entraînés vers l'enfouissement de l'histoire, de leur martyre. Et plutôt que de revivre sans arrêt cette histoire pénible, ils se sont tout de suite attachés à reconstruire une vie qui avait failli être interrompue quelque part dans une lointaine province polonaise. Lentement, souvent avec leurs petits-enfants, les souvenirs ont émergé. Et petit à petit, ils ont été investis d'un devoir envers ceux qui n'étaient pas revenus. Et ils ont été à ce moment-là, ils ont commencé à aller d'école en école, raconter ces sinistres moments qu'ils avaient vécus et qu'ils avaient essayé d'oublier. Beaucoup pour répondre à une question qui les a tous lancinés. Pourquoi eux ont-ils survécu plutôt que leurs proches qui ont disparu? Et souvent leur réponse a été de dire « bien parce que j'ai survécu, parce que moi je vais aller raconter ». Mais quelque chose de très profond également s'est passé. Ils ont été attachés à rendre hommage à ceux qui, à un moment de leur histoire, ont contribué à leur donner de l'espoir, de l'énergie, un morceau de pain, les cacher quelques jours, un vêtement. Ils ont voulu rendre hommage à ceux qui avaient été humains quand les hommes étaient absents. Ainsi est née l'idée juste à Yad Vashem. Après être passée par Bergen-Belsen, ma mère sera aussi l'un des passagers d'un de ces sinistres convois, mais elle sera dirigée vers la Suède. Elle fera partie de ces convois qui ont été rachetés contre des fusils par le comte Bernadotte, et elle sera libérée en Suède. Animée de cette vertu capitale du judaïsme, la reconnaissance à Karatatov, mes parents et tant d'autres survivants ont voulu remercier les personnes qui avaient été sur leur chemin et leur avaient donné la force de survivre. Ainsi, mes parents ont voulu aller en Suède, à Malmö, où ma mère a été libérée et soignée afin de remercier le maire de cette ville pour le dévouement de ses habitants en 1945. Revenons sur l'épisode de la marche de la mort. Mon père décide avec un ami de se faire jeter comme cadavre du train. Il échappe au mitraillage des SS et marche le long de la voie jusqu'à ce qu'il rencontre un homme qui s'avère être le garde-barrière de cette voie ferrée. Il l'amène
dans sa baraque, où sa femme va l'aider, va le réchauffer, va lui donner à manger très délicatement de la mie de pain trempée dans du lait pour qu'il ne mange pas trop vite et ne s'étouffe pas, puisque bien entendu il meurt de faim. Mais le garde-barrière a des employeurs nazis, il a peur, il veut appeler la police. Sa femme le supplie de garder mon père encore quelques heures, de le laisser se réchauffer, de lui donner à manger. Le garde-barrière attend, mais finalement il appelle la police. La police vient chercher mon père et l'amène à Freistadt, la ville qui est la plus proche, où il va passer en jugement. En jugement de quoi? Je ne sais pas. Évadé? On n'en sait rien. Vous avez sur la page que vous avez sous les yeux, vous avez la page du tribunal avec la dernière case en bas, c'est mon père, mal orthographié, avec son numéro matricule, c'est comme ça qu'on reconnaît son nom, A5968. Il est sûrement déclaré coupable et remis à la Gestapo. De Freistadt, il sera remis à la Gestapo, qui l'amènera à Mauthausen, où il finira la guerre, libéré par les Américains. Toute sa vie, il s'est demandé si cet épisode était vraiment arrivé, tellement il était invraisemblable. Par l'intermédiaire d'amis autrichiens, il est rentré en contact avec la ville de Freistadt, et après avoir décidé d'aller sur place pour essayer de retrouver ce garde-barrière et sa femme, il a fini par retrouver la dame. Et vous allez voir quelques secondes de cette rencontre. Cette femme qui va parler allemand va lui dire « Tu es là, toi, tu es vivant, mais comment ça se fait que tu es vivant? Ils sont tous morts. » Elle va lui dire également « Je ne savais pas de toute ma vie que j'avais fait une bonne action. Aujourd'hui, je sais que j'ai fait une bonne action quand je te vois devant moi. Je peux mourir. » Elle est morte 15 jours plus tard. Nicht so gut zu dem Mann gewesen wäre, dann wäre er heute nicht mehr da. Na, wieso? Vous savez que le seul détail qui lui ferait rappeler, c'est le lait. C'est le seul détail, parce qu'il ne s'est pas donné à tout le monde, elle aurait pu me laisser crever, mourir. Er meint, nachdem Sie sich erinnern, dass Sie damals ihm Milch gegeben haben, Sie haben ihm Milch gegeben. Ja, sagt er, das hat ihm gezeigt, Sie sind die Frau gewesen. Wie es dann Ostern gekommen sind, weiß ich nicht. Er kam nach... Sie sind nicht ausgesprungen. Den losen Zug. Ja. Der Zug ist so langsam gefahren. Ja. Und nachher kam er ins Gefängnis Freistadt. Und vom Gefängnis Freistadt wieder ins KZ Mauthausen. Es hat aber mal geheißen, haben wir erfahren, dass alle umgeht. Das ist es ja, Frau Schöngruber, das kann man ja auch nicht verstehen. Normalerweise Gefangene, die flüchten, die KZ-Häftlinge, die geflüchtet sind, wurden sofort erschossen. Ja. Aber warum er nicht? Ja. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder, Frau Schöngruber. Und dass er sie gefunden hat, das ist auch ein Wunder. Ein Wunder. Ja. Das ist ein Wunder geschehen. Das war ein Wunder, ja. Ein Wunder geschehen. Da ist ein Wunder geschehen. Ne? Parce que elle dit, Alfred, comment se fait-il que monsieur est encore là? Ils les ont tous tués à l'époque. Je dis, c'est ça. Pourquoi vous avez trouvé cette femme? Pourquoi vous avez été parlé? C'est ce qu'elle dit. Elle dit pourquoi? Parce qu'elle m'a fait avec tout son cœur ce qu'elle m'a fait. Ja. Und das kann man nicht vergessen, dass Sie ihm damals, Sie haben ihm das Leben gerettet, Frau Schimmer, weil er hat... Weil Et après la guerre, les déportés ne pensent qu'à une seule chose, reprendre le cours d'une vie normale. Ma tante Marie, la petite sœur de mon père qui avait été déportée en même temps que lui, avait 14 ans. Il s'est trouvé que elle était dans le même convoi que ma mère, qui ne les connaissait pas. Et comme elle était plus jeune que ma mère l'a prise en protection pendant toute la durée de la guerre. Écoutez-la raconter
ce qu'elle s'était promis. À Auschwitz, j'avais ma belle-sœur avec moi, qui n'était pas ma belle-sœur, hein, qui était une fille que j'ai connue là-bas au camp, qui a pris beaucoup soin de moi, qui s'occupait beaucoup de moi parce que j'étais jeune, j'étais seule. Et à ma belle-sœur, je dis toujours ma belle-sœur parce que j'arrive pas à dire Paulette. À l'époque que j'étais dans le camp, je lui ai dit, tu sais, j'ai un frère. Et j'aimerais qu'un jour tu te maries avec lui. Ça serait mon vœu le plus cher parce que j'estime que tu as tellement fait pour moi, ça sera ma satisfaction pour moi que tu rencontres un jour mon frère, si le bon Dieu veut, nous donne la joie de se retrouver en France. Et ma belle-sœur a rigolé parce que jamais de la vie elle se serait imaginé qu'un jour ça allait arriver. Hein. Quand nous sommes arrivés nous avons été libérés un jour pour Yom Kippour, parce que mon frère a eu beaucoup de problèmes en déportation. Il s'est évadé. Il est rentré beaucoup plus tard que moi. D'abord, on ne savait même pas s'il était vivant, mon frère. Hein. Il a eu pas mal de problèmes pour mon frère. Quand il est arrivé, naturellement, il a retrouvé ses frères et sœurs, il a voulu s'en occuper, il a fait beaucoup de choses, on n'a pas eu le temps de l'occasion de parler. Mais un jour, pour Kippour, on était à la synagogue de la rue Breteuil, et mon vœu, c'était toujours le même. Je disais, j'aimerais que ma belle-sœur épouse mon frère, et je lui disais, tu sais, l'occasion va se présenter, tu vas voir mon frère, il est sûrement à la synagogue. Et nous sommes arrivés à la synagogue, et mon frère, en principe, pour Kippour, il ne sort pas de la synagogue. Mais ce jour-là, dans l'après-midi, il était sorti. Et il y avait ma belle-sœur Paulette. Et je lui ai présenté mon frère. Et ça a été le coup de foudre, parce que 8 jours après, ils se sont fiancés. 1 an après, ils se sont mariés. Alors je trouve que mon frère trouve que c'est une histoire vraiment magnifique, parce que pour lui, c'est le bon Dieu qui lui a envoyé ma belle-sœur. Mais elle s'est beaucoup occupée de moi dans le temps. Parce qu'elle était beaucoup plus âgée, et ça lui fait. Après, Les survivants d'une telle épreuve étaient obligatoirement jeunes. Il fallait qu'ils soient en conditions physiques acceptables. Et leur jeunesse signifie une chose. C'est d'abord que pendant les 5 ans de guerre, très probablement leur éducation a été défaillante. Se reconstruire, ça ne veut pas dire simplement construire une nouvelle vie. Ça veut dire refaire une éducation, apprendre un métier, repartir dans la vie. Si ça a été difficile pour mes parents, ça a été difficile en France. Pour les Juifs d'Europe centrale, ça a dû être encore plus difficile parce qu'ils ont, pour beaucoup d'entre eux, émigré dans des pays dont ils ne connaissaient même pas la langue. Ma belle-mère fait partie d'un groupe de déportés qu'on appelle les Boys, qui a été libéré par les Anglais à Theresienstadt et qui a été rapatrié sur l'Angleterre. Elle raconte comment, à l'âge de 16 ans, 17 ans, elle a dû réapprendre une langue, aller à l'école et apprendre un métier. אבל זה היה בסדר, כי אני שרדתי ורציתי ללמוד את השפה, והתחלנו ללמוד. הייתי במקום שקראו זה הוסטל, כזה היה בית עם כל הבנות ששרדו את השואה. היינו ביחד, והיה לנו שיעורים בהוסטל עם מורה פרטי. כן. בשביל ללמוד אנגלית? בשביל ללמוד את השפה? בשביל ללמוד את השפה. למדנו כמו בבית ספר, מהבוקר עד הצהריים,
ואחר כך הפסקה בצהריים, אחרי צהריים, עוד פעם למדנו עד 4:30. וואו, הרבה. כן, ואני תפסתי את השפה מאוד מהר. כן. כן, כי יש לי כישרון עם השפות. הנה, ככה למדת עברית אחר כך. כן. רצינו לשאול אני אותך. מחייכת פה בלב. איזה תענוג לראות את הנינים שלי. Pendant la fête de Pessah, on s'est assis avec ma grand-mère, et ses arrière-petits-enfants, mes enfants. Et on lui a posé plusieurs questions sur toute cette période. Entre autres, on lui a demandé comment c'était pour elle de se retrouver en Angleterre, dans un pays étranger dont elle ne connaissait pas la langue, elle ne connaissait pas la culture, la mentalité. Il fallait qu'elle démarre à zéro. Et elle répondait à Besséder, que ça allait, c'était pour elle de faire elle était à l'école, elle apprenait, elle avait cours jusqu'à 4h30 tous les jours, elle apprenait la langue, elle aime apprendre les langues, elle dit qu'elle est douée pour les langues et qu'elle a aimé faire ça, et que c'était Besséder. Les victimes de la Shoah, ce sont bien évidemment ceux qui sont restés morts sur les lieux de leur massacre. Ce sont ceux qui sont revenus avec le traumatisme de ce qu'ils avaient vécu. Et ce sont aussi tous les orphelins qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans parents. Il y a eu un travail énorme qui a été fait par Serge Klarsfeld et son équipe pour reconstituer la liste complète des déportés de France. Il y en a eu entre 75 000 et 80 000. Parmi eux, seuls 2500 sont revenus. Regardez, si vous en avez l'occasion, les livres que Klarsfeld a édités avec ces noms. Vous verrez des noms de bébés nés quelques jours avant leur déportation. Vous verrez le nom de centenaires. Vous verrez des gens de Salonique, des gens de Zanzibar, des gens qui sont nés à Zanzibar, qui était en France à l'époque. Vous verrez des noms de gens qui sont nés dans des endroits que vous ne connaissez même pas. Cet inventaire fait aussi partie de la folie du nazisme. Ce soir, vous avez entendu des témoignages, vous avez écouté des récits, et si vous avez compris ce que le rabbin Citruc vous a dit au début, aujourd'hui vous êtes responsable de ce témoignage parce qu'aujourd'hui vous êtes devenu un maillon de cette chaîne. Mais il reste une question que vous devez vous poser. Qui sont les survivants en fait? Le Rav Lau répond d'une façon extraordinaire en rapportant une conversation qu'il a eue avec Edward Koch, le maire de New York. Un jour qu'il était à New York, Edward Koch lui dit « Vous savez, monsieur le rabbin, moi aussi je suis un survivant. » Et Rav Lau, qui est un survivant, qui a été déporté alors qu'il avait 10 ans, est assez perplexe, même un petit peu vexé de voir Edward Koch, qui est un Américain, qui a toujours vécu en Amérique, de dire qu'il est lui-même un survivant. C'est assez bizarre, il ne comprend pas très bien. Là, Edward Koch, regardez le Rav Lau, il dit « Je sens que je vous ai posé un problème, monsieur le rabbin. Mais je vais vous expliquer. L'année dernière, nous étions à Berlin lors d'un congrès de tous les maires des grandes villes du monde. On nous a fait visiter un musée, et dans ce musée, il y avait un globe terrestre. Et je regarde attentivement le globe, et je vois Allemagne, 400 000. France, 300 000. Albanie, 1. Pologne, 4 millions. Et je regarde New York, 6 millions. Et là, je demande au guide, c'est quoi ce globe et ces chiffres? Et le guide m'explique, c'est le globe qui était dans le bureau de Hitler, et il avait fait mettre le nombre de juifs en face de chaque ville du monde. Et alors là, j'ai compris.
un juif en Albanie, il allait aller le chasser. Et les 6 millions de juifs qu'il y avait à New York, si nous ne l'avions pas arrêté en Europe, ils seraient venus nous chercher. Alors moi aussi, monsieur le rabbin, je suis un survivant. Et Rav Lock conclut en disant « Quelle leçon j'ai appris ce jour-là ?» Effectivement, tous les juifs vivants aujourd'hui sont des survivants. Alors aujourd'hui, vous avez appris 2 choses. Non seulement vous êtes des témoins, mais vous êtes aussi des survivants. Et si vous voulez savoir ce que les survivants attendent de vous aujourd'hui, je laisse la parole à mon père. Nous n'avons jamais pleuré ici, malgré ce que nous avons souffert. Ça vous paraît incompréhensible, mais c'est le cas. Nous n'avions qu'un souci, sortir de cet enfer pour pouvoir vous en parler. Et aujourd'hui, de vous voir ici, tous, aussi émus que moi, me réchauffe le cœur. Sur les monts, tout puissant, on entend que le vent, on ne voit que le ciel, on ne sent que le soleil. L'histoire, dont nous avons rapporté quelques témoignages, est évidemment tragique et indéniablement unique dans l'histoire de l'humanité. Mais ce n'est pas ce que nous ont transmis nos parents. Ils ne nous ont inculqué aucune haine. S'il est sûr que chaque moment de leur vie ont été marqués par ces événements, qu'ils avaient vécus sans jamais en chercher le sens, ils leur ont surtout donné une incroyable envie de vivre intensément leur vie, de chérir cette vie qui avait été enlevée à leurs parents. Cette énergie, cette force qui émanait d'eux a fait que toute ma vie, j'ai vu défiler chez eux des lointains parents, des amis, des inconnus de tous horizons venus chercher chez eux des conseils, du réconfort, de l'attention. Ne laissant jamais personne s'abandonner au désespoir, ils ont prodigué autour d'eux une leçon de positivisme qui ne laissait personne indifférent. En racontant l'histoire de nos parents, nous avons fait comme dans la Haggadah. Nous avons commencé par le tragique, mais très vite, nous sommes passés au miracle. Et d'être en vie était pour eux un miracle quotidien. D'avoir des enfants, un autre miracle. De les envoyer à l'université, encore un. Et d'avoir des petits-enfants, un miracle inimaginable. Ma mère disait à chaque naissance, « Chaque enfant est ma revanche sur Hitler ». Pour nous qui vivons aujourd'hui en Israël, nous voyons de nos yeux le miracle quotidien d'un peuple juif voué à la destruction, en train de devenir phare du monde. Ce soir, vous avez entendu des témoignages directs de ceux qui ont vécu cette part de notre histoire. Comme au Sinaï, les Juifs de toutes les générations présentes et futures étaient assemblés. Ce soir, vous êtes vous aussi des survivants de la Shoah, et vous rapporterez ces témoignages aux générations futures, comme nous tous rappelons à nos enfants comment nous sommes sortis d'Égypte.